Imaginez la scène. Nous sommes en mars 1943 et le lieutenant James Howard fixe l'horizon depuis la verrière de son B-17 à 23 000 pieds au-dessus de la France occupée. Son équipage vient de passer 8 heures à voler dans un froid glacial et à éviter les chasseurs allemands pour atteindre une usine de roulement près de Paris. Le bombardier annonce avec assurance « Bombe larguée ». 30 secondes plus tard, Howard observe au travers de ses jumelles leur cargaison entière, 12 bombes de 500 livres explosées sans effet dans un champ de blé à un demi-mille de la cible. Ils ne sont pas seuls sur les 228 bombardiers de sa formation. Ce jour-là, seuls 19 ont touché quoi que ce soit de proche de leur objectif prévu. C'est un taux de réussite de 8%, et honnêtement, on considérait que c'était une bonne journée. La réalité du bombardement stratégique américain au début de la Seconde Guerre mondiale était absolument brutale, et personne n'osait en parler. À Washington, les généraux disaient au Congrès que le bombardement diurne de précision gagnerait la guerre. Ils avaient des graphiques, ils avaient des modèles, ils avaient de la confiance. Mais au-dessus de l'Europe, les équipages apprenaient une vérité cruelle. Larguer des bombes depuis 4 miles d'altitude, en filant à 180 miles à l'heure, tout en étant attaqués par des chasseurs et en traversant des gerbes de DCA, rendait la précision pratiquement impossible. Les armées Air Force avaient calculé qu'ils avaient besoin d'un CEP-erreur circulaire, probable d'environ 1000 pieds, pour détruire efficacement des cibles industrielles. En clair, cela signifiait que la moitié de vos bombes devaient atterrir dans un rayon de 1000 pieds autour du point visé. Cela paraît raisonnable, non faux. À l'été 1943, le CEP réel des missions de la 8th Air Force tournait autour de 3200 pieds. Certaines missions furent pires, bien pires. Lors du premier raid sur Schweinfurt, en août 1943, les bombardiers larguèrent 724 tonnes d'explosifs sur des usines de roulement qui fournissaient 40% de la production allemande. Les reconnaissances post-mission montrèrent que moins de 200 tonnes avaient atteint l'enceinte des usines. Le reste transforma des quartiers résidentiels des champs et une église médiévale située à 3 miles en cratère. Ce jour-là, 60 bombardiers furent abattus, 600 hommes tués ou faits prisonniers, et les usines étaient de nouveau en pleine production 6 semaines plus tard. Les équipages commencèrent à appeler cela l'approche du nuage d'aluminium, parce que c'est essentiellement ce que c'était, vous voliez en formation serrée, en espérant que le bombardier de tête sache ce qu'il faisait, et quand il larguait, tout le monde déclenchait immédiatement ses soutes. La théorie voulait que même si les bombes individuelles se dispersaient, le volume brut submergerait la cible. Mais les usines allemandes n'étaient pas immenses. Une raffinerie d'huile synthétique typique pouvait occuper 40 acres. Cela paraît grand, jusqu'à ce qu'on réalise qu'avec une précision de 3000 pieds, votre motif de dispersion s'étalait sur 300 acres. Vous pratiquiez en gros un carpet bombing en priant pour toucher quelque chose d'important. Le coût humain rendait le tableau encore plus atroce. Chaque mission signifiait des équipages de 10 hommes traversant des murs de DCA, ces nuages noirs d'éclats d'obus de 80 palillétimètres capables de déchirer la peau en aluminium d'un bombardier comme du papier mouchoir. Les taux de survie des équipages en 1943 étaient terrifiants. Statistiquement, un équipage de bombardiers avait seulement une chance sur 4 de survivre à ces 25 missions obligatoires. Et pourquoi faire? Pour voir vos bombes disparaître dans les nuages ou pire pour les voir frapper et savoir que vous veniez d'anéantir un pâté de maison pendant que l'usine voisine continuait de tourner. Le moral s'effondrait plus vite que la campagne de bombardement elle-même. Le poste de visée Norden était censé tout changer. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les bombardiers américains continuaient à effectuer des missions diurnes presque suicidaires, alors que les Britanniques étaient passés intelligemment au bombardement nocturne, le Norden est la réponse. Cet appareil, officiellement le poste de visée Norden Mark 15,
était essentiellement un ordinateur mécanique analogique, pesant environ 50 livres et coûtant 8 000 $ l'unité en 1943, plus que la plupart des maisons. Les Army Air Force étaient tellement obsédées par cet instrument qu'elles dépensèrent 1,5 milliard de dollars pour le développer et le produire, ce qui fit de ce programme l'un des plus coûteux des États-Unis. Pour situer le projet Manhattan entier, coûta 2 milliards. Carl Nordon, un ingénieur suisse travaillant à New York, avait conçu cette merveille optomécanique dans les années 1920 avec un concept véritablement brillant. Le bombardier s'allongeait dans le nez de l'appareil, regardait à travers l'oculaire et suivait manuellement la cible, pendant que le poste de visée calculait automatiquement la dérive, l'altitude, la vitesse de l'air et la trajectoire. Et là où les choses devenaient sophistiquées, le poste était réellement connecté au pilote automatique de l'avion. Pendant la phase de bombardement, le bombardier pouvait effectuer de minuscules corrections via un panneau de commande, et le poste de visée pilotait physiquement l'avion pour compenser la dérive du vent. En théorie, cela vous donnait une précision digne de placer une bombe dans un tonneau à cornichons. Les démonstrations de l'armée montrèrent des bombardiers larguant des bombes d'essai dans des cercles de 100 pieds, depuis 20 000 pieds. Et le matériel promotionnel clamait littéralement qu'on pouvait larguer une bombe dans un tonneau à 4 miles d'altitude. La sécurité entourant les postes Nordon était paranoïaque. Les bombardiers prêtaient un serment formel, séparé de leur serment militaire, de ne jamais révéler quoi que ce soit sur l'appareil. Avant chaque mission, un garde armé apportait le poste dans un coffret verrouillé. Si l'appareil était en train de sombrer, les bombardiers avaient pour ordre explicite de détruire le poste avec une grenade thermite avant d'évacuer. Plusieurs bombardiers sont réellement morts en essayant d'obtempérer à ces ordres restant trop longtemps avec des avions en feu, en tentant de faire fondre leur poste Nordon. L'armée croyait sincèrement que si les Allemands en capturaient un, ils le copieraient et l'avantage stratégique américain s'évaporerait du jour au lendemain. Voici l'ironie écrasante. Les Allemands possédaient déjà les secrets du viseur Nordon et n'en avaient cure. Un espion allemand nommé Hermann Lang avait dérobé les plans en 1938 et les ingénieurs allemands les avaient examinés, haussé les épaules, puis étaient retournés à leur propre conception, le Luftfernrohr 7. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà compris ce que les équipages américains allèrent découvrir à leurs dépens. La précision du Nordon était purement théorique. Elle supposait que l'on disposerait d'un temps illimité, au-dessus de la cible, d'une absence de tir défensif, d'une visibilité parfaite et d'un air stable. Le combat au-dessus de l'Europe ne réunissait aucune de ces conditions. La première leçon de réalité vint des cibles elles-mêmes. Les complexes industriels allemands n'étaient pas des proies faciles, plantés au milieu des champs. Ils étaient équipés de générateurs de fumée, capables d'envelopper des zones entières d'installations industrielles en 5 minutes après le déclenchement de l'alarme. À la fin de 1943, la doctrine défensive allemande exigeait que chaque site majeur dispose d'une capacité de fumée suffisante pour masquer la visibilité pendant 30 minutes. Les bombardiers passaient tout l'approche à voir leur objectif clairement, puis au moment critique, pouf, ils disparaissaient sous un brouillard artificiel. Il fallait désormais deviner, et le viseur Nordon ne savait pas calculer à partir de suppositions. Puis, il y avait le combat lui-même. Le Nordon nécessitait une trajectoire rectiligne et stable, d'au moins 3 minutes pour calculer correctement. 3 minutes de vol droit et horizontal au-dessus de l'Allemagne signifiaient 3 minutes où vous étiez une cible prévisible pour chaque canon anti-aérien au-dessous. Les pilotes comprirent rapidement que les manœuvres d'évasion vous gardaient en vie, mais rendèrent le Nordon inutile. L'appareil ne pouvait compenser ni les changements brusques d'altitude, ni les virages serrés. Les équipages se retrouvèrent donc devant un choix impossible, voler droit et mourir, ou manœuvrer et rater.
Les artilleurs antiaériens allemands ne se contentèrent pas de tirer sur les bombardiers américains. Ils exécutaient littéralement une mise à mort à échelle industrielle. En 1943, l'Allemagne avait bâti le réseau de défense antiaérienne le plus sophistiqué de l'histoire humaine et il décimait littéralement la 8e Air Force. L'épine dorsale de ce système était le canon antiaérien de 88 mm, selon les variantes, Flak 18, 36 ou 37. Vous en avez probablement entendu parler comme d'un tueur de chars, et il l'était, mais sa mission principale consistait à abattre des bombardiers. L'Allemagne produisit environ 21 000 de ces canons pendant la guerre, dont près de 10 000 encerclaient les cibles stratégiques à travers l'Europe occupée. Ce qui rendait le 88 si terrifiant, c'était sa capacité à tirer un obus explosif de 9 kg jusqu'à 32 000 pieds à une cadence de 15 à 20 coups par minute. Chaque obus était doté d'une fusée à retardement que les servants allemands réglaient manuellement selon l'altitude du bombardier. L'obus montait, atteignait la hauteur prédéterminée et explosait en milliers d'éclats tranchants, filant à vitesse supersonique. Un seul fragment de la taille d'un pouce pouvait percer la peau d'aluminium, sectionner les câbles de commande, percer les réservoirs de carburant ou tuer instantanément un membre d'équipage. Et les artilleurs allemands ne tiraient pas un à un, ils tiraient en batterie. Une cible industrielle typique, comme dans la Ruhr, pouvait aligner 40 à 60 canons lourds, au champ de tir croisé. Le radar de conduite de tir Würzburg pouvait suivre les formations de bombardiers à 40 miles et alimenter en continu des calculateurs de tir mécanique. Les Allemands disposaient littéralement d'ordinateurs à chaque batterie qui traitaient altitude, vitesse et cap, puis délivraient les solutions de tir. Les équipes pouvaient régler leurs fusées et ouvrir le feu avant même que les bombardiers américains n'aient aperçu leur objectif. Lors d'un grand raid, des centaines de canons lancèrent des milliers d'obus, créant ce que les équipages appelaient des champs de flak, des portions entières du ciel noircies d'explosions. Les mathématiques étaient simples et impitoyables. Si vous traversiez une zone de flak dense à 18 000 pieds, vous étiez dans la zone de destruction optimale, là où les canons allemands étaient les plus précis. À cette altitude, les équipages rapportaient y voir des éclatements si denses qu'ils ne distinguaient plus le ciel. Le bruit ressemblait à celui que ferait un tambour de métal frappé à coups de marteau. Les survivants décrivaient un tonnerre continu mêlé au cliquetis métallique des éclats heurtant la carlingue. Le navigateur John Morris, du 301e groupe de bombardement, écrivit dans son journal après une mission sur Brême. « Comptez 127 trous dans notre appareil. Je ne sais pas comment nous sommes rentrés. Jenkins s'est vidé de son sang à l'arrière avant que nous franchissions la Manche. Il avait 19 ans. » Les planificateurs américains prirent alors ce qui semblait une décision logique, monter plus haut. À la mi-1943, les formations de bombardiers opéraient régulièrement entre 25 000 et 27 000 pieds, atteignant parfois 30 000. Là-haut, on se trouvait au-dessus de la portée efficace de la plupart des batteries de flak, et les chasseurs allemands peinaient à ces altitudes extrêmes. Le problème, à 25 000 pieds, la température est de 40 degrés et l'air est si raréfié que même avec des moteurs suralimentés, les performances chutent. Les équipages avaient besoin de combinaisons chauffantes et de masques à oxygène pour survivre. Mais le véritable tueur, c'était ce que l'altitude faisait à la précision des bombardements. Souvenez-vous, du viseur Norden censé garantir une précision baril de cornichon à 25 000 pieds, chaque variable rendant le bombardement difficile, à 18 000 pieds empirait de façon exponentielle. Les vents en altitude n'étaient de plus de 30 miles à l'heure, mais de 80-100 parfois 120 miles à l'heure. Les courants de jet n'étaient même pas encore compris. Les équipages savaient seulement qu'il leur arrivait de larguer leurs bombes et de les voir dériver latéralement sur des miles entiers. La visibilité devenait aléatoire, des nuages qui semblaient minces d'en haut pouvaient totalement masquer les cibles.
Les inversions thermiques créaient des couches atmosphériques qui réfractaient la lumière, rendant toute visée précise quasi impossible. Personne n'avait encore planifié la technique du bombardement par décalage. Cela est né du désespoir de la confusion et d'une erreur de navigation au-dessus de Schweinfurt en octobre 1943. Le second raid sur les usines de roulement de Schweinfurt était déjà un désastre. 291 bombardiers furent lancés, 60 furent abattus et 17 autres tellement endommagés qu'ils ne volèrent plus jamais. C'est un taux de perte de 26% sur une seule mission. Mais enfoui dans les rapports post-mission se trouvait une anomalie. Un groupe de bombardement, le 3005e, s'était approché de son point initial, l'endroit où l'on commence la trajectoire finale depuis la mauvaise direction. Au lieu de l'attaque prévue du nord vers le sud, ils arrivèrent du nord-est à un angle d'environ 40 degrés par rapport à la cible. Leur navigateur, le capitaine Robert Williams, avait mal calculé une correction de vent pendant l'approche. Au moment où le pilote de tête se rendit compte qu'ils étaient déviés, ils étaient déjà engagés. On ne vire pas une formation de 18 lourds bombardiers sur un 10 surtout avec des chasseurs allemands en essaim. William prit donc une décision sur le terrain. Il demanda à son bombardier, le lieutenant Charles Murphy, d'utiliser les boutons de correction de dérive latérale du viseur Norden, mais de décaler délibérément le point visé vers la droite de l'enceinte de l'usine. En gros, au lieu de viser directement la cible et de laisser le viseur calculer la dérive, Murphy visa un espace vide à côté de l'usine et laissa les bombes dériver vers elle. Les résultats furent photographiés par les caméras de pointage que chaque bombardier emportait. Alors que la plupart des groupes ce jour-là obtenaient leur taux habituel de 8 à 12% de tir au but, les bombes du 305e traversèrent directement le centre du complexe industriel, 42% de leurs engins atteignirent la zone cible. Au début, les analystes crurent à la chance au hasard. Mais Williams insista, ce n'était pas du tout le fruit du hasard, et il disposait des calculs pour le prouver. Voyez-vous, le viseur Norden reposait sur une hypothèse de conception fondamentale qui tuait la précision en haute altitude. Il supposait que vous voliez directement vers votre cible avec un vent soit dans le dos, soit de face. La correction de dérive du viseur calculait pour ces cas-là. Mais à 25 000 pieds au-dessus de l'Allemagne, les vents n'étaient presque jamais parfaitement alignés avec votre trajectoire d'attaque. Ils venaient de côté et poussaient l'appareil tout entier latéralement dans l'air. Cela créait ce qu'on appelle un angle de crabe. Le nez de l'avion pointait légèrement dans le vent pour maintenir une trajectoire sol droite, un peu comme marcher en penchant le corps contre un vent latéral fort. Le problème, c'est que lorsque vous larguez des bombes depuis un appareil en phase de crabe, elles héritent à la fois de la vitesse vers l'avant et de la dérive latérale. Le Norden savait calculer parfaitement la trajectoire longitudinale, mais sa compensation de dérive latérale supposait que vous mainteniez un cap directement vers la cible. Quand ce n'était pas le cas, quand vous étiez en crabe dans un vent transversal, les calculs du viseur sombraient d'office de plusieurs centaines de pieds. Plus le vent transversal était fort, plus l'erreur augmentait. Et à 25 000 pieds, les vents transversaux étaient systématiquement puissants. La découverte accidentelle de Williams était simple, mais révolutionnaire. Si vous abordiez délibérément la cible selon un angle vis-à-vis de la direction prévue du vent, et que vous décaliez votre point de visée perpendiculairement à votre trajectoire, vous pouviez utiliser le vent transversal pour marcher vos bombes jusqu'à la cible. Plutôt que de lutter contre la dérive, vous la transformiez en arme. Le bombardier identifiait un repère, une intersection, un méandre de rivière, un bâtiment distinctif situé directement en travers du vent par rapport à la véritable cible. Il visait ce repère, et tandis que les bombes traversaient 4 miles d'air, le vent les poussait latéralement vers la cible réelle. Le génie tenait à la géométrie avec un angle de décalage de 40 à 50 degrés. Le vent faisait la majeure partie du travail. Les bombes dérivaient de façon prévisible
et parce que l'on avait compté cette dérive, dès le départ, le motif de dispersion se resserrait considérablement. Au lieu d'un étalement en ovale allongé le long de votre trajectoire, les impacts suivaient une ligne latérale concentrée. C'était contre-intuitif, on visait délibérément, loin de ce que l'on voulait toucher. Mais la physique était irréfutable. Les mathématiques derrière le bombardement par décalage n'étaient pas compliquées, mais elles exigeaient des bombardiers qu'ils reconfigurent complètement leur façon de penser le problème. La doctrine traditionnelle disait « visez la cible » et laissez le Nordon tout calculer. Le bombardement par décalage disait « oubliez un instant l'existence de la cible, concentrez-vous sur le triangle des vents ». Tous les bombardiers avaient appris les triangles des vents à l'école de navigation, mais la plupart les traitaient comme des exercices théoriques. Désormais, ces triangles faisaient la différence entre toucher une usine et réduire en poussière un hôpital à 3 pâtés de maison. Voici comment les calculs fonctionnaient en pratique. Imaginez que vous volez à 25 000 pieds à une vitesse sol de 180 miles par heure et qu'un vent transversal de 90 miles par heure souffle d'ouest en est. Vos bombes mettent approximativement 60 secondes pour tomber du point de largage à l'impact, soit 1 minute entière de dérive. En 1 minute, votre élan vers l'avant entraîne les bombes sur environ 3 miles le long de votre trajectoire. Mais ce vent transversal les pousse aussi latéralement à 90 miles par heure, soit 1,5 miles de dérive latérale. Sans correction de décalage, vous viseriez l'usine et vos bombes atterriraient 1,5 miles à l'est, là où se trouve ce qu'il y a là-bas. La solution par décalage inversait l'équation. Au lieu de voler directement vers l'usine, vous l'abordiez sous un angle de 40 à 50 degrés. Depuis l'ouest, le vent sur votre gauche, vous poussant vers la cible. Le bombardier identifiait un point de visée décalé. Par exemple, une gare de triage située exactement à l'endroit où le vent emmènerait les bombes. Il suivait cette gare dans le viseur Nordon, saisissait l'angle de dérive du vent transversal dans l'appareil, puis larguait. Les bombes quittaient l'avion, commençaient à tomber, et le vent transversal les poussait de la gare vers l'usine. Si les calculs étaient exacts, elles atteignaient l'usine, au moment même où elles heurtèrent le sol. La mesure de la vitesse du vent devint donc absolument cruciale, et c'est là que les choses prirent de l'intérêt. Les navigateurs commencèrent à utiliser une technique appelée la méthode de la double dérive. Pendant l'approche finale, ils prenaient 2 relevés de dérive, à des points différents du trajet vers la cible, mesurant essentiellement combien le vent poussait l'appareil hors de sa route. En comparant ces relevés, ils pouvaient calculer la vitesse et la direction du vent avec une précision surprenante. De bons navigateurs obtenèrent des données de vent à moins de 5 mph, des conditions réelles, et cette précision suffisait à rendre le bombardement par décalage efficace. L'amélioration de la précision fut stupéfiante. Des essais de la 8e Air Force, à la fin de 1943, montrèrent que des approches décalées à 45 degrés réduisaient le sub de 3200 pieds à environ 100 pieds, presque exactement le seuil de 1000 pieds que les planificateurs demandaient initialement. Quelques équipes de bombardiers et de navigateurs particulièrement habiles atteignaient 800 pieds de précision par temps clair. Cela peut sembler peu comparé aux armes guidées modernes à GPS, qui atterrissent à 15 pieds près. Mais en 1943, c'était révolutionnaire. Cela signifiait que vos bombes frappaient réellement l'enceinte des usines au lieu d'agrémenter la campagne environnante. La technique exigeait une coordination intense entre 3 membres d'équipage, le navigateur, le bombardier et le pilote. Le navigateur devait réaliser des calculs de vent impeccables et identifier le point de décalage correct. Le bombardier devait faire une confiance totale à ses calculs et suivre un repère que ses instincts lui disaient ne pas être la cible. Le pilote devait maintenir un cap et une altitude exacte, tandis que la DCA éclatait autour de lui et que chaque fibre de son être l'incitait à manœuvrer pour survivre. Une seule erreur dans cette chaîne et l'on retournait au bombardement aléatoire.
Le principal goulot d'étranglement devint la formation des bombardiers. Ayant passé des mois à apprendre à viser directement les cibles, devaient maintenant désapprendre cet instinct, comme apprendre à un joueur de basket à regarder le panneau. Plutôt que le panier, le cerveau résistait à chaque pas. Les Army Air Force mirent en place des écoles spécialisées en Floride et en Arizona, où les équipages pratiquaient les approches décalées sur des usines allemandes factices. Ils répétèrent les schémas des dizaines de fois jusqu'à ce que la géométrie devienne intuitive. Des équipages vétérans déjà engagés au combat furent rappelés d'Angleterre pour un recyclage, ce qui montre à quel point l'état-major prenait cela au sérieux. En janvier 1944, la 8e Air Force se trouva confrontée à un problème que beaucoup d'organisations auraient tué. Pour avoir, elle avait découvert quelque chose qui fonctionnait réellement. Et il fallait maintenant le déployer auprès de 12 000 hommes, répartis sur 40 aérodromes en Angleterre, tout en menant la guerre. Le général James Doolittle, qui prit le commandement en janvier, examina les données sur le bombardement par décalage et en fit sa priorité de formation. Il donna à son officier des opérations, le général de brigade Fred Anderson, 6 semaines pour requalifier tous les bombardiers et navigateurs du théâtre. La réponse d'Anderson fut, dit-on, indécente, mais il s'en acquitta. Le programme de recyclage débuta par les équipages de tête, les bombardiers et navigateurs les plus expérimentés, volant en tête de chaque formation, car ce sont eux que les autres suivaient et qui devaient maîtriser la technique en premier. Des écoles furent établies sur chaque base de bombardement, combinant cours théoriques et vols pratiques au-dessus des ranges côtiers anglais. Les sessions théoriques traitaient des triangles des vents des calculs de dérive et de la géométrie du décalage, jusqu'à ce que les équipages puissent effectuer les calculs sans réfléchir. Ensuite venait la pratique aérienne. L'Angleterre en hiver offrait des conditions d'entraînement difficiles, couverture nuageuse constante, vents imprévisibles et journées courtes, ce qui paradoxalement aidait. Si vous pouviez atteindre des cibles dans le temps anglais, le temps allemand devenait gérable. Les équipages décollaient, à l'aube allaient sur des ranges au large et réalisaient des approches décalées sur des cibles flottantes ou de vieux navires. Chaque équipage effectuait au minimum 3 vols d'entraînement avant d'être certifié au combat en bombardement par décalage. Certains en avaient besoin de 10 pour en ressentir les subtilités. Ce qui fit fonctionner le recyclage, c'est que des vétérans du combat enseignaient à d'autres vétérans. Ce n'était pas un instructeur d'académie montrant une théorie au tableau, mais le lieutenant Murphy du 305e groupe. L'homme qui avait découvert par accident le décalage à Schweinfurt, debout dans une Quonset hut glaciale, montrant à d'autres bombardiers exactement ce qu'il avait fait. Le capitaine Williams enseignait les parties liées à la navigation, expliquant ses méthodes de calcul du vent à partir de données de mission réelles. Quand les élèves luttaient contre l'idée contre-intuitive de viser loin de la cible, les instructeurs montrèrent des images des caméras de pointage. Voilà le bombardement traditionnel à 9% de précision. Voilà le décalage à 38%. L'épreuve était indiscutable. La doctrine évolua simultanément à la formation. La 8e Air Force réécrivit ses manuels de bombardement tactique en février 1944. L'ordre de campagne 259, émis le 20 février, autorisa officiellement les approches en bombardement décalé pour toutes les missions où les conditions de vent transversal dépassaient 40 bandes pour APH. Les commandants de groupe reçurent des dossiers d'instruction détaillés, incluant les angles d'approche optimaux pour chaque cible majeure en Allemagne. Schweinfurt recommandait des approches depuis le nord-est, à 45 degrés. Les complexes de la vallée de la Ruhr fonctionnèrent mieux avec des décalages de 50 degrés depuis l'ouest. Quelqu'un avait fait les devoirs. La mise en œuvre ne fut pas sans heurts. Les pilotes plus âgés surtout, ceux qui avaient survécu à 1943, résistèrent à changer des tactiques qu'ils avaient littéralement apprises dans le sang. Il existe un incident fameux de mars 1944,
un pilote du 80e groupe refusa d'effectuer une approche décalée vers Brunswick, insistant pour une attaque en ligne droite, traditionnelle, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait. Son bombardier rata la cible d'un demi-mille, et ce pilote fut discrètement affecté à des fonctions non combattantes. Doolittle ne plaisantait pas, adaptez-vous ou dégagez. En avril 1944, le bombardement par décalage était devenu la procédure opérationnelle standard. Les briefings de mission incluaient désormais des sections dédiées à l'analyse des vents, où les météorologues fournissaient les vitesses et directions de vent prévues à l'altitude de bombardement. Les navigateurs reçurent des caps d'approche décalés précalculés sur la base des vents prévus. Si les conditions changeaient en route, les navigateurs disposaient de tables de consultation pour recalculer à la volée. Le système se systématisait, ce qui signifiait que même des équipages moyens pouvaient obtenir des résultats qui exigeaient auparavant des compétences exceptionnelles. Les résultats apparurent immédiatement dans les données en mars 1944. La précision de bombardement bondit à un SEUP moyen de 1250 pieds sur l'ensemble des missions de la 8e Air Force, soit une amélioration de 60% par rapport à décembre 1943. Plus important encore, le pourcentage de bombes touchant les zones cibles passa de 11% à 27%. Cela voulait encore dire que les 3/4 des bombes manquaient la cible. Mais cela représentait une véritable révolution de capacité des usines qui auparavant nécessitaient 4 ou 5 raids pour être sérieusement endommagées, pouvaient désormais être mises hors d'état de nuire en deux. Le jour J donna au bombardement par décalage son épreuve ultime, et les enjeux ne pouvaient être plus élevés. Le 6 juin 1944, le succès de toute l'invasion de Normandie dépendait de la capacité des bombardiers alliés à détruire les fortifications côtières allemandes avant que les troupes n'abordent les plages. Il ne s'agissait pas seulement de points de tir, c'étaient des bunkers en béton, armés aux murs de plus de 8 pieds d'épaisseur, abritant des pièces d'artillerie capables de déchirer des embarcations d'assaut à 3 miles au large. Le renseignement avait identifié 49 positions de batteries majeures sur une bande côtière de 50 miles chacune devaient être neutralisées, sinon des milliers de soldats mourraient dans la houle. La 8e Air Force reçut la mission pour Utah et Omaha. Elle disposait d'une fenêtre de 5,50 à 6,30-40 minutes pour larguer plus de 2900 tonnes de bombes sur des fortifications occupant au total moins de 2000 carrés. Le timing était implacable, car il fallait bombarder à la lisière de l'aube avec une couverture nuageuse prévue entre 3000 et 6000 pieds. La doctrine normale affirmait qu'on ne pouvait pas bombarder avec précision à travers des nuages, mais la doctrine allait de nouveau être réécrite. Les techniques de décalage combinées aux aides de navigation radar rendaient théoriquement possible de toucher des objectifs invisibles. Voici le plan des avions Pathfinder équipés du radar H-26 guidant chaque formation. Ce radar peignait un tableau grossier de la côte à travers les nuages en détectant la frontière terre-mer. Les navigateurs identifiaient des repères côtiers distinctifs, embouchures de rivières, presqu'îles courbes du rivage, et les utilisaient comme points de référence décalés. Les mathématiques étaient les mêmes que pour le décalage visuel, sauf qu'on travaillait à partir d'échos radars plutôt que d'observations directes. Les bombardiers suivaient le point radar de référence, calculaient la dérive du vent qui transporterait les bombes de ce point jusqu'aux fortifications, puis déclenchaient le largage. L'exécution la matinée du débarquement fut chaotique. La couverture nuageuse fut pire que prévu, avec un plafond continu de 2000 à 10 000 pieds sur de nombreux secteurs. Les formations durent descendre à 12 000 pieds pour passer sous le pire du mauvais temps, ce qui les exposa à la portée des rares canons de DCA allemands ayant survécu au pilonnage naval. Les conditions de vent étaient difficiles, vents transversaux de 25 à 40 mmPh, venant du nord-ouest, poussant les appareils vers les plages, et ces vents devinrent l'arme.
Sur Omaha Beach, les résultats du bombardement furent initialement qualifiés de catastrophiques. La plupart des bombes tombèrent à l'intérieur des terres, transformant champs et routes, derrière les positions allemandes en cratères. Les analyses post-invasion suggérèrent que seulement 31% des fortifications d'Omaha reçurent des impacts directs lors de l'attaque aérienne. Mais voici ce que les rapports initiaux omirent: les approches décalées sur Utah Beach furent dévastatrices. À Utah, les bombardiers utilisèrent un angle de décalage de 45 degrés, en approchant depuis le nord-est, le vent transversal les poussant vers la plage. Les bombes marchèrent à travers les positions de batterie en ligne nette, écroulant les bunkers et détruisant les pièces d'artillerie avec une efficacité de 89%. Sur les 28 fortifications majeures d'Utah Beach, 25 avaient été mises hors service avant l'arrivée des troupes. La différence entre Omaha et Utah se résuma à l'exécution à Omaha. Les bombardiers retardèrent délibérément leurs points de largage terrorisés à l'idée de frapper leurs propres embarcations. Ils gardèrent les bombes quelques secondes de trop, ce qui déplaça les points d'impact de 200 à 300 yards vers l'intérieur des terres. Intention noble, résultat catastrophique. À Utah, les bombardiers respectèrent leurs points de largage, calculés sans délai sécuritaire, faisant confiance aux mathématiques pour maintenir les impacts hors des plages. Leur confiance fut récompensée lorsque la 4e division d'infanterie aborda Utah Beach à 6h30. Elle trouva les positions allemandes déjà détruites. La résistance fut légère et les pertes minimes. La leçon fut consignée dans une analyse classifiée achevée en juillet 1944. Les approches droites traditionnelles à Omaha, même modifiées pour des raisons de sécurité, n'atteignaient que 31% d'efficacité, tandis que les approches décalées exécutées comme entraînées à Utah atteignaient 89%. Ce n'est pas une amélioration marginale, c'est la différence entre une technique qui fonctionne à peine et une technique qui remporte décidément des batailles. Le rapport conclut que le bombardement par décalage avait réduit par 3 le nombre de raids nécessaires pour neutraliser des positions fortifiées. À l'été 1944, toute opération de bombardement allié majeure incorporait les techniques de décalage comme doctrine principale. Les raids sur les triages ferroviaires français avant l'invasion, les attaques contre les sites de lancement de V1, la destruction systématique de la production pétrolière allemande, tout devint standardisé autour d'approches décalées. La technique franchit même les frontières de service. La Navy Air Force adopta la méthode pour ses bombardiers moyens dans les frappes tactiques, et le RAF Bomber Command, qui avait d'abord rejeté le bombardement diurne de précision américain, comme une fantaisie, commença à expérimenter le décalage pour ses propres opérations diurnes. L'innovation désespérée, née au-dessus de Schweinfurt en 1943, ne s'éteignit pas avec la Seconde Guerre mondiale. Elle changea fondamentalement notre manière de penser, l'acte de larguer des charges depuis un avion. Quand la guerre se termina et que les analystes rédigèrent l'United States Strategic Bombing Survey, ils découvrirent quelque chose de remarquable dans les données entre janvier et décembre 1944. Alors que le bombardement par décalage se généralisait à la 8e Air Force, le tonnage total largué sur l'Allemagne augmenta de 340%, tandis que la précision progressait de 190%, on larguait davantage de bombes et on touchait davantage de cibles. Cette combinaison porta un coup à la production industrielle allemande que les premiers bombardements aléatoires n'avaient jamais su infliger. La guerre froide transforma les techniques de décalage d'une nécessité tactique en science stratégique. Lorsque l'Air Force commença à planifier des frappes nucléaires dans les années 1950, la précision devint existentielle, une bombe conventionnelle qui manque d'un mile gaspille des ressources. Une arme nucléaire qui rate d'1 mile peut atteindre la mauvaise ville. Les écoles de bombardement de l'Air Force enseignèrent donc la géométrie du décalage comme doctrine fondamentale au même titre que l'apprentissage du décollage et de l'atterrissage. Chaque pilote de bombardier du Strategic Air Command savait calculer des angles de décalage, les yeux fermés,
car sa formation présumait qu'il délivrerait des armes atomiques à travers les défenses soviétiques, où une approche droite signifiait la mort. Les mathématiques évoluèrent avec la technologie. Quand le B-52 Stratofortress entra en service, en 1955, il embarqua des systèmes de bombardement radar, qui étaient essentiellement des calculateurs de décalage automatisés. Le système de navigation AN/ASQ-38 pouvait identifier des points de référence radar, calculer la dérive du vent, déterminer des angles de décalage optimaux et piloter automatiquement l'approche. Le rôle du bombardier passa du calcul manuel à la supervision du système. Mais le principe fondamental demeurait la découverte accidentelle de Robert Williams, utiliser la dérive du vent transversal comme arme plutôt que de la combattre. Le Vietnam prouva que le bombardement par décalage fonctionnait aussi dans un environnement totalement différent. Les vents de mousson, au-dessus du Nord-Vietnam, étaient violents et imprévisibles, offrant des conditions pires que celles rencontrées en Allemagne. Les formations de B-52, frappant la piste de Ho Chi Minh, abordèrent les objectifs selon des angles de décalage calculés à partir de mesures de vent en temps réel prises par des avions de reconnaissance météorologique, larguant depuis 30 000 pieds à travers des vents dépassant parfois 150 m/ph et obtenant néanmoins une précision rendant l'interdiction de l'axe efficace. Les reconnaissances post-frappe montrèrent que les missions Arc-Light, nom de code des raids de B-52, affichaient en moyenne un CEP inférieur à 10 500 pieds, malgré des conditions très difficiles. Puis arrivèrent les munitions guidées de précision, qui semblèrent rendre obsolète le bombardement par décalage. Pourquoi calculer des triangles de vent complexes quand une bombe guidée au laser corrige sa propre trajectoire? La première guerre du Golfe, en 1991, mit en scène des armes capables de traverser des gaines de ventilation, et beaucoup d'analystes proclamèrent l'ère des bombardements calculés révolus. Les ordinateurs et le GPS prendraient tout en charge. Sauf qu'ils se trompaient, ils avaient oublié la guerre électronique. Les défenses aériennes modernes ne se contentent pas de tirer sur les avions. Elles brouillent les signaux GPS, trompant les systèmes de ciblage, et créent des environnements électroniques où les armes de précision redeviennent de fait non guidées. Quand le GPS est brouillé, on retombe sur le problème fondamental de 1943. Comment frapper une cible quand votre technologie sophistiquée cesse de fonctionner? La réponse que l'Air Force moderne a redécouverte est le bombardement par décalage. La doctrine actuelle pour les environnements privés de GPS apprend aux équipages de bombardiers à utiliser des repères radars identifiables comme points de référence, décalés à calculer manuellement la dérive du vent et à délivrer les armes en s'appuyant sur la géométrie plutôt que sur les satellites. Le bombardier furtif B-2 Spirit, l'appareil le plus sophistiqué jamais construit, intègre des calculs de décalage dans son logiciel de planification de mission, non pas comme simple recours, mais comme option primaire dans certains scénarios. Lorsqu'on pénètre un espace défendu, où l'utilisation de systèmes de ciblage actifs compromettrait la furtivité, les techniques passives de décalage permettent d'attaquer sans émettre le moindre signal. On identifie des points de référence par imagerie radar à synthèse d'ouverture. On calcule l'angle de décalage qui met la dérive du vent de son côté, on largue et on s'en va. L'ennemi ne sait pas que vous êtes passé avant que les explosions ne commencent. Même la guerre par drone applique des principes de décalage. Les opérateurs de Reaper et de Predator, confrontés à des vents violents en altitude, utilisent de parfois des points de visée décalés pour des frappes de missiles Hellfire. Le système de guidage du missile gère l'approche finale, mais la solution initiale de tir repose sur une géométrie de décalage pour mettre l'arme dans la zone approximative. C'est plus rapide et plus économique en carburant que de laisser le missile lutter contre les vents transversaux pendant tout son vol. La technique en est revenue au point de départ, le désespoir engendre l'innovation. Les planificateurs militaires modernes, se préparant à d'éventuels conflits contre des adversaires de niveau comparable,
partent de l'hypothèse que le GPS sera brouillé ou indisponible. Ils réentraînent donc leurs équipages au bombardement manuel par décalage avec une intensité inconnue depuis 1944. Les écoles de pilotage réapprennent les triangles des vents. Les champs de tir exécutent à nouveau des exercices d'approche décalés. Quelqu'un au Pentagone a apparemment lu les rapports d'après-action du jour J et a réalisé que les méthodes anciennes fonctionnent encore quand les méthodes nouvelles échouent. Robert Williams et Charles Murphy n'auraient probablement jamais imaginé que leur erreur de navigation influencerait la guerre 80 ans plus tard. Mais c'est ainsi que naît la vraie innovation. Elle résout élégamment un problème immédiat, au point d'en devenir permanente. Larguer des bombes sur le côté et laisser le vent faire le travail n'était pas seulement un tour de la Seconde Guerre mondiale. C'était une révélation fondamentale sur la physique, la géométrie et la manière de transformer les conditions environnementales en armes. Chaque frappe de précision menée aujourd'hui, qu'elle soit guidée par GPS ou calculée manuellement, doit quelque chose à ce matin confus d'octobre, au-dessus de Schweinfurt, lorsque quelqu'un visa la mauvaise cible et toucha par accident la bonne.